sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Ah là 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 là. Bonjour tout le monde. Vous allez bien, le cher public? Forcément, vous regardez Bel et Bien ensemble, donc vous êtes des personnes épanouies, vous êtes des personnes tout à fait heureuses et pleines de bien-être. Vous avez vu qu'il y a Sarah Kadour, Stan Gusman et qu'il y a Ilios Kotsou en plus, notre docteur en psychologie. Un vieux parfum qui nous ramène 20 ans en arrière. Il faut dire que les temps ont changé. C'est moi qui chante. Une chanson qu'on connaît encore par cœur. Revoir pour la 30e fois le même film. Retomber sur de vieilles photos en se disant « Ah, quand même, il y avait quelque chose ». La nostalgie, elle est partout. Et pourtant, beaucoup d'entre nous la vivent presque avec gêne, comme si être nostalgique, c'était être coincé un peu dans le passé, comme si regarder derrière soi, ça voulait forcément dire qu'on vieillit ou qu'on n'arrive plus à avancer. Parce qu'au fond, la nostalgie touche quelque chose de très intime, c'est notre rapport au temps qui passe, notre rapport à l'enfance, au regret parfois, et puis à nos besoins de réconfort. Vous allez voir que, contrairement aux idées reçues, la nostalgie peut aussi devenir notre allié bien-être. Et celle qui nous a donné envie de faire cette émission, c'est elle. Découvrez son visage. Faut que vous souriez là, Sophie. Parce que elle se dit, c'est moi, c'est pas moi. Mais oui, c'est évidemment la Sophie Galabru, la seule, l'unique philosophe qu'on adore. Autrice du livre Nos dernières fois, défier la nostalgie, qui est un merveilleux ouvrage. Elle sera avec nous dans quelques instants pour nous prouver que non, la nostalgie ne rime pas avec ringardise. Sarah, oui. J'ai l'impression que cette thématique, ça vous parle, ça vous obsède. Bingo. Ouais. Parce que j'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps, Agathe. Et Oh, ma pauvre. Ouais, mais ça me déprime. Eh ben, j'en rêve, moi. Ah bon? J'expliquerai. Non, mais pourquoi ça me déprime? Parce que je pense qu'on vit dans une époque où il faut toujours être la version 2.0 de soi-même, être à la pointe des dernières tendances. Il faut avancer, optimiser sa vie, faire du pilates réformeur, boire du matcha et écouter des podcasts de développement personnel à 6h du mat. Alors forcément, dès qu'on regarde un peu dans le rétro, on a l'impression de devenir officiellement la ringarde qui dit c'était mieux avant. Voilà. Alors qu'en vrai, qui n'a jamais rembobiné une cassette audio avec un crayon? Qui Ah bah pas moi, ça c'est sûr, j'en ai rembobiné, ma fille. Qui n'a jamais fait 800 km sur la route des vacances sans clim, sans ceinture, allongé à l'arrière avec les pieds là sur la vitre et papa En qui respirant fumait des blondes. gitanes et des gauloises. Sur Non, des moi blondes c'était des de brunes, papa. c'est pire. Et qui n'a jamais respiré la colle Cléopâtre en primaire ou du Tipex sur les ongles? Bien Agathe, sûr, on l'a bah tout évidemment. fait. Oh là là, Vous êtes l'ancienne. cynique que ça, Sarah? Mais oui, je suis. Et le pire, c'est que quand on repense à tout ça, on sourit immédiatement. Moi, par exemple, il y a des chansons qui me reconnectent directement une version de moi-même que j'avais complètement zappée. Ce genre de chanson, Agathe, qu'on chantait avec la brosse à cheveux, là, en guise de micro. Tu m'oublieras Tout ce temps, et j'ai retrouvé une vidéo de moi. Regardez. Ah ouais, vas-y mon frère, chichi, moi où va? La musique de taxi. Non mais je meurs. Bah Quelle mignonnerie absolue. J'ai envie de retourner à cette Non, alors, époque. comme je fais une parenthèse, il faut quand même que vous sachiez, chers téléspectateurs et vous, public, que Sarah, elle a réalisé son rêve. Elle a chanté avec une brosse et ensuite elle a chanté avec un vrai micro. Ça va pas durer très c'était longtemps, mais court, oui. ça n'a pas duré longtemps. Oui, mais enfin, vous avez quand même fait des l'époque. concerts et tout ça. Vous Ouais, mais avez j'ai envie fait de des- redevenir chanteuse. Je peux à 40 ans. Bah oui, mais ça va pas te poser cette question, Ouais. évidemment. Ok, avant la fin de la saison, je chante en plateau. Ah. J'ai pris en otage Agathe. Et en duo ou Oui, en duo. En duo. En contente. tout cas, moi, revoir ces images, entendre les tubes de mon enfance, bah, ça me fait un bien fou. Et là, je voulais savoir pourquoi, quand on regarde derrière soi, on a l'impression d'être ringard, alors que souvent, ça nous fait du bien, tous ces souvenirs-là. Et on le voit, non, dans cette vidéo, la nostalgie, c'est pas juste c'était mieux avant. La recherche scientifique, elle dit que c'est une émotion mixte, un peu de tristesse et beaucoup de douceur. Et Seldikides, qui est un chercheur qui l'a étudié pendant 20 ans, nous dit quoi? Il dit ça augmente le sentiment que la vie a du sens, ça nous aide à être davantage présente, et donc ce n'est pas une fuite, la nostalgie, au contraire, c'est une ressource. Et cette ressource-là, elle est importante, mais il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on nous a raconté que la nostalgie, c'était pour les personnes qui avaient du mal à accepter le changement, que c'était des personnes qui restaient accrochées au passé. Et c'est le contraire. On a montré que la nostalgie, justement, aidait les personnes à mieux traverser les transitions, à condition qu'on accepte d'être nostalgique. Et on pourrait dire, comme Jean Kelevitch, qu'on ne peut pas être triste pour quelque chose que l'on n'a jamais aimé. Et donc la nostalgie, ou les gens nostalgiques ne sont pas ringards, ce sont des personnes qui ont le bon goût d'avoir aimé et qui s'en souviennent.
Acceptez d'être nostalgique de votre brosse. Acceptez-le. J'accepte, Agathe. Pourquoi la nostalgie peut être mal vue? Comment en faire notre allié bien-être? C'est le moment d'ouvrir notre dossier du jour. Bonjour Sophie Galabru. Bonjour Agathe. Quel bonheur de vous avoir avec nous. Alors vous avez donc consacré un ouvrage à la notion, à ce concept qu'est la nostalgie. Ça s'appelle Nos dernières fois, défier la nostalgie, paru aux éditions Alary. En quoi la nostalgie peut être positive, bonne pour nous, bonne pour notre bien-être? Bien d'abord, il faut peut-être rappeler la définition de la nostalgie. C'est une émotion complexe parce que, moi je dis toujours, c'est un cocktail d'émotions contraires. Elle mêle joie et tristesse. Donc plus précisément, la plupart du temps, quand on est nostalgique, on est triste à la remémoration de moments heureux qu'on a passés dans sa vie. Mais plus rarement, mais ça existe, je pense que vous l'avez tous vécu, c'est d'être joyeux à la remémoration de périodes de sa vie qui ont pu être difficiles, douloureuses. Et parce qu'on se rend compte en fait que finalement c'était peut-être pas si dur, ou alors on est heureux d'avoir surmonté cette période qui est désormais passée. Donc la nostalgie, c'est ce sentiment, cette émotion plutôt complexe. C'est aussi une émotion par laquelle on revisite sa vie, et c'est assez nécessaire parce qu'en réalité il faut parfois revisionner le film de sa vie pour comprendre pourquoi on est arrivé là, d'où l'on vient, où est-ce que l'on a envie d'aller. C'est une forme de narration qui redonne de la cohérence, en fait, la nostalgie. Donc on en a besoin régulièrement. Et de la confiance aussi parfois quand on se rend compte que finalement, d'un point A à un point B, le point B est bien plus haut. Est-ce que la nostalgie ne révèle pas au fond une difficulté à voir le temps passé? C'est ce qu'évoquait un petit peu Sarah. Et puis les choses changeaient. C'est-à-dire le fameux « c'était mieux avant », comme si regarder en arrière, ça permettait parfois de retenir un petit peu ce qui nous échappe aussi. Ça montre notre manque de contrôle. C'est vrai qu'on peut avoir peur de l'inconnu, de l'avenir. On sait davantage ce qu'on quitte et ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que la nostalgie, c'est aussi une façon de reconnaître qu'on a été heureux de vivre et du temps passé. De toute façon, la nostalgie, en fait, pour moi, n'a pas tellement rapport à l'âge et à la vieillesse, mais plutôt à des expériences de changement. On ne peut pas être nostalgique si on ne comprend pas que le temps passe, qu'il est irréversible et que les choses ne sont pas immuables. Et donc, c'est plutôt lié à des expériences de rupture. Un enfant peut vivre de la nostalgie à partir du moment où il découvre ce temps-là. Ça peut être l'expérience d'un voyage, d'un déménagement, d'une rupture, du divorce parfois de ses parents ou d'un deuil. À partir du moment où on vit ces expériences-là de grandes mutations, on comprend que le temps passe, que les choses ne reviennent pas, et on peut alors être ouvert à la nostalgie. Puis parfois aussi, c'est l'éducation qu'on a reçue, des parents qui sont plus ou moins sensibles au sujet à la nostalgie. Stan Gusman, pour vous, la nostalgie, ça prend une drôle de forme. Enfin, surtout un drôle de nom, il me semble. Hein. Jingle. Agathe, si vous aviez pu vivre à une époque que vous n'avez pas connue, ce serait laquelle? Je l'ai connue, mais j'étais toute petite. Mais j'aurais aimé être jeune adulte dans les années 70. Ah. La liberté, on vivait nus, Ah ouais. les cheveux dans le vent. Je peux venir avec vous? Bah bien sûr, vous êtes voilà. le bienvenu. Voilà, dans ma soucoupe. Cette étrange nostalgie qui consiste à fantasmer un passé qu'on n'a pas connu porte un nom. Ça s'appelle l'anémoïa. Et pour sonder ce mystère humain, je n'ai pas lu un livre. Non, j'ai regardé un film, celui-ci, Midnight in Paris. L'histoire de Jill, un écrivain américain qui fantasme le Paris des années 20. Hemingway, Fitzgerald, les clubs de jazz, le Tour Eiffel. C'est alors que chaque nuit, magie du cinéma, il voyage dans le passé à la rencontre de ses idoles. Et la surprise, il réalise que la jolie femme des années folles dont il tombe amoureux a en horreur son présent et rêve du Paris de la Belle Époque. Et je suis sûr que les gens de 1870 auraient aimé vivre pendant la Renaissance et ainsi de suite, c'est sans fin. Morale de l'histoire, on rêve tous du monde d'avant. La raison, je sais pas, peut-être que le Paris est plus beau parce qu'il est terminé. Comme on n'a aucune chance d'y revenir, notre cerveau en efface les mauvais souvenirs pour n'en garder que le meilleur. Exemple, si je vous parle du Paris haussmannien du 19e siècle, ça vous n'avez pas connu Agathe, non je crois pas. Vous allez penser quand même. Grand Boulevard, salon littéraire, élégance parisienne, et vous allez occulter, par exemple, la guerre avec les Prussiens, le martyre des ouvriers qui ont péri sur le chantier du baron Haussmann, les violences sociales de l'empereur Napoléon III. Les psychologues appellent ça en fait la rosy retrospection. On a tendance à repeindre le passé en rose. C'est humain en fait, le cerveau construit des refuges émotionnels, et dans les périodes anxiogènes comme celle que l'on vit en ce moment, eh ben, cet imaginaire ailleurs est extrêmement réconfortant. Par exemple, moi je rêve de vivre Woodstock avec Agathe. Ah, le rêve. Tous les deux, années 69, érotiques, nus sur l'herbe, Ah oui. à entrer en transe psychédélique. Arrêtez. Ah, comme ça, se caresser sans complexe devant les autres.
avec en fond sonore du Jimi Hendrix et des jeunes sous substance qui cherchent à se libérer du carcan capitaliste. Ah, Woodstock avec Agathe. Le rêve. Oh, tiens, le c'est rêve moi. porte un nom. Voilà, Ah, pardon, je me suis Oui. assoupi, mais drôle de ça rêve. fait un bien fou, quoi. Bref, disons-le, même si je rêve de Woodstock, Agathe, entre nous, je suis convaincu que si j'y étais, même avec vous, je trouverais ça boueux, odorant et décadent. Sophie Galabru, qu'est-ce que vous pensez justement de cette qu'on appelle anémoïa, cette sensation de rêver un passé qu'on n'a pas connu? Est-ce que c'est une bonne émotion? Est-ce qu'il faut l'accueillir, la rejeter, la fuir? Est-ce que c'est humain? Bref, plein de questions. Bah, c'est absolument humain et comme toute émotion, moi je ne pense pas qu'il faut la fuir et elle a une raison d'être. Et la raison peut-être principale, c'est qu'il y a Enfin, tout être peut être inquiet en effet par son présent, ne sait pas vers quoi il va, vers quel avenir il va, alors qu'on sait d'où l'on vient. Même si on n'a pas absolument connu les époques antérieures. Et donc, surtout à notre époque, nous vivons dans un présent qui est parfois pétri d'urgence, d'accélération. On déconstruit aussi beaucoup de normes, beaucoup d'injonctions, beaucoup de principes, beaucoup d'institutions. Et donc, ça peut être une époque assez déroutante et on peut avoir la tentation de se réfugier dans des époques antérieures apparemment plus simples, où les repères, les balises sont mieux posées. Donc ça peut être une sorte de besoin de refuge, de la même façon qu'on parfois on se réfugie dans des lieux, les époques peuvent être des refuges. Après, il y a aussi parfois une quête stylistique et artistique, comme le montre C'est pas le mon film. cas, là, pour le coup. Non, mais on peut, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprécient des styles vestimentaires, musicaux, langagiers, d'une autre époque que la leur, et ça peut tout à fait se comprendre, parce que c'est pas parce qu'on est au présent ou penché vers l'avenir que c'est forcément meilleur. Il y a des choses d'une grande qualité également dans des périodes antérieures. C'était plus la libération sexuelle sur Woodstock, mais Ça, plus que c'est là. Mais, à vous de voir. Mais... à vous de voir. Chacun son truc, Stanislas. Sarah, on ne sait pas que vous avez une machine à remonter le temps. Mais si, j'en ai une planquée dans ma cave. C'est Et vrai avec les Français, on est monté dedans. On est tous Ouais, tous. Les 70 millions Les 70 millions. On est remonté très loin à l'époque d'Ilios, Napoléon. Êtes-vous du genre nostalgique, vous? Non, je crois que je vis au présent. Moi, je suis une grande nostalgique. Je suis même partisane du tout était mieux avant. Quelle est la période de votre vie qui vous rend le plus nostalgique? Peut-être les années lycée. C'est les amis, c'est l'insouciance. L'enfance, parce que maman, papa, c'est eux qui avaient les responsabilités. Qu'est-ce qui était mieux avant? Les gens se parlaient peut-être un peu plus, se regardaient peut-être un peu plus. Il y avait moins d'écran, ça casse beaucoup d'interactions en fait. Si vous aviez pu vivre à une époque autre que la vôtre, quelle serait-elle et pourquoi? Je pense l'époque napoléonienne. Pourquoi? J'adore les robes Napoléon. Prière exaucée grâce à une intelligence artificielle, je vais vous faire vivre à cette époque. Waouh, magnifique! Je sais pas, les années 60. Et voilà. Ah, j'adore! Ah, sympa! En plus, ces couleurs, elles reviennent. Hein. Ah, j'adore! Les années peut-être 68, 70. Et voilà, c'est vous dans les années 70. Waouh, ah ouais. Ça leur va bien? Alors va bien. Bah ouais. Voilà. Alors Elio, j'avais une petite question. Pourquoi une odeur, une chanson, même une vieille photo, ça peut nous réconforter comme ça d'un coup, comme une sorte de refuge émotionnel? Alors chacun d'entre nous a son chemin qu'on préfère pour le retour vers les souvenirs émotionnels. Ça peut être un parfum, c'est le chemin le plus rapide, la fameuse Madeleine de Proust. Ça peut être un son, une musique. Un son va déclencher en même temps la mémoire et les émotions. Et on sait que les souvenirs musicaux, ce sont les plus persistants. Même dans des cas de démence avancée, on continue à avoir une mémoire de la musique et des émotions qui étaient rattachées. Et pour chacune d'entre nous, au fond, quand on va dans le passé, ce dont on se souvient, c'est ce qui a été marqué du sceau de l'émotion, évidemment. Alors, ce qu'il y a de vraiment d'intéressant avec la nostalgie, ce qu'ont montré les études, c'est que la nostalgie n'apparaît pas quand tout va bien. Au contraire, elle paraît un tout petit peu plus souvent quand on ne va pas bien. Un peu comme si on avait en nous une forme d'intelligence qui nous rappelait qu'à une époque de notre vie, quand on en a besoin, on est dans un moment de spleen, on se rappelle d'un moment de l'adolescence où on était heureuse, et là, tout à coup, ça nous rappelle que le bonheur existe et qu'on pourra peut-être le retrouver. Son parfum est encore là. Ça nous relie à l'espoir. Oui. Sophie Galabru, ça peut devenir problématique d'être trop nostalgique. C'est quoi la limite? La limite, c'est peut-être le fait de ne pas être capable de vivre son présent. Alors, on peut ne pas absolument être confortable avec son époque. Ça, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les gens avec ça. On peut avoir besoin de s'inspirer d'autres époques. Par contre, ne pas être à l'aise avec son présent, avoir une difficulté à vivre avec les autres, avec sa vie. Plus rien n'a de goût, oui, sauf le passé, quoi. C'est-à-dire que la perte de vitalité du goût de vivre et d'être constamment dans le passé et de freiner en fait tout projet, toute initiative, là, ça devient un problème. Oui. C'est ce qu'on appelle la mélancolie ou c'est deux choses différentes, nostalgie, mélancolie? Oui, ce sont deux choses différentes, d'ailleurs assez opposées, parce que la nostalgie vise
un lieu, un temps assez précis, alors que la mélancolie, c'est un abattement, une tristesse. D'ailleurs, il n'y a aucune ambiguïté, contrairement à la nostalgie, il n'y a pas de mélange. C'est de la tristesse diffuse, un vague à l'âme, et qui provoque de l'abattement. Et on sait même en psychanalyse et en psychiatrie que la mélancolie, c'est une pathologie, une forme de dépression particulière. Freud disait que c'est un deuil mal vécu, mal refoulé, et qui peut provoquer des troubles alimentaires, du sommeil. Et une chose intéressante pour notre sujet, c'est que le mélancolique, lui, n'arrive plus à se situer dans le temps. C'est quelqu'un qui ne voit même plus le temps passer, qui est hors temps, alors que le nostalgique voit très bien le temps passer et voyage dans le temps antérieur. Merci Sophie Galabru d'être venue nous éclairer. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos solutions bien-être sur les réseaux sociaux et donc celle de Sophie aussi, sa belle philosophie. C'est l'heure, comme tous les jours, d'accueillir notre globe-trotteur, notre envoyé spécial qui va sur le terrain, tel un reporter de guerre, Arnaud Lequet. Vous êtes arrivé juste à temps, Arnaud. Ne me remerciez pas. Je pense que je vais vous mettre une musique dans la tête parce que je vais vous parler d'un film qui va vous faire tellement de bien. Mais là, par contre, vous l'avez pour la journée dans la tête. C'est ça. Ah oui, le boom. Alors là, heureux d'avoir ça. mais tellement. Et puis surtout, l'avantage de ce genre de film, c'est que je pense que tous, ça vous replonge dans les booms, les premiers roulages de pelle, les premiers slows. Est-ce que vous vous rappelez, Vic et Mathieu dans la boom, il y avait une boîte où ils avaient l'habitude d'aller, merci pour votre soutien. La main jaune. La main Et jaune oui, gagnait. ils y allaient en roller, évidemment. Exactement, ils frôlaient la piste de danse en roller, c'était dans les années 80. Moi, en tout cas, j'y suis allée. Canon. Ben, pendant 20 ans, ce lieu a fermé. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il va bientôt rouvrir ses portes. Ça va galocher. Et dans l'équipe, il y en a une qui a eu du bol. Elle est pas loin de moi, puisqu'elle a pu aller voir les coulisses avant les grands travaux. N'est-ce pas, Sarah? Mais oui, c'était C'était quelque chose. C'est explosif. Vous allez voir. Alors Denis, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce lieu. Où sommes-nous? Alors ici, on est dans le parking le plus mythique de France, parce que ce lieu a été celui de la main jaune, que tout le monde connaît grâce à la boum. Quel était le concept de la main jaune? Jean-Michel Moulac, il a capté qu'il y avait une mode formidable qui déferlait aux États-Unis. C'était le patin à roulettes en dansant, le roller disco. Et il s'est dit, il faut que je l'importe en France. Il a commencé à installer cette grande piste, des lumières, des boules à facettes. Et puis, il y avait un toboggan, le fameux toboggan, qui permettait de descendre carrément en glissant jusqu'à la piste de danse. Il y avait un jeune réalisateur, Claude Pinoteau, qui a trouvé l'endroit intéressant et qui a demandé au propriétaire des lieux, est-ce que je pourrais tourner ici une scène de mon prochain film? Et ce film, c'était La Boum. La semaine où ce film est sorti, il y a eu des centaines de jeunes qui faisaient la queue pour être dans la même discothèque que Sophie Marceau. Alors, en attendant que ça réouvre, et c'est super attendu, on a voulu replonger dans l'univers du roller disco. Et le temps d'un après-midi, il y a un immense dance floor qui s'est mis en place à Paris, sur le carreau du Temple. Au programme, vous avez boule à facettes, playlist funk, et tout le monde les patins aux pieds. Et ça, c'est carrément génial. On vient glisser pour y retrouver cette énergie géniale et insouciante des années 70-80. J'ai envoyé Jules découvrir cet événement organisé par Martine Patine, un collectif devenu incontournable dans l'univers du roller dance. Leur idée, faire du roller un moment de fête intergénérationnelle. Vous êtes un habitué des rollers disco? C'est ma passion depuis pas mal d'années. Je suis à ma 439e roller disco. J'étais aussi à l'inauguration de la main jaune, on en a fait beaucoup. La musique nous a attirés, les patins nous ont attirés. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Là, c'est la première fois, donc je galère un peu, mais j'espère que je vais pas tomber et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous trouvez ça sympa? C'est très joyeux, évidemment. Donc, dans des temps un peu difficiles, on a envie de vivre, s'amuser, rire. Quand on est rentré, tu vois, on se dirait qu'on est dans la boum, dans la main jaune, tout cet univers coloré, ces musiques, et on se dit, mais on revit l'époque de nos parents. Donc, je voulais absolument retrouver cette liberté qu'on a quand on est gamin. On sort les paillettes, les rollers qui font de la lumière et tout, et franchement, c'est génial. Et pour comprendre le renouveau du roller dance, Jules a rencontré Kevin, directeur artistique du collectif. Comment vous expliquez ce retour en force du roller dance aujourd'hui? Partout, les gens ont envie de joie, de bonheur. Et on arrive, on pose son cerveau, on oublie de regarder les informations, de regarder des choses anxiogènes et on patine.
On a l'impression que même les jeunes qui n'ont pas connu les années 80 sont nostalgiques de cette époque. Est-ce que vous ressentez aussi un petit peu ça? Ben, je crois qu'il y a tout un tas de gens qui ont vécu les années 80, qui véhiculent ce souvenir-là, qu'on parlait à leurs enfants, d'une période heureuse, colorée, festive, chaleureuse, où les gens passaient beaucoup plus de temps les uns avec les autres. On a juste à venir entre amis, qu'on sache patiner ou pas, s'essayer à la chose, rire de tomber. Bon, est-ce que c'est pas le moment que j'essaye le patin roulette? Absolument, on y va. Bon, allez, je vous suis. Allez. Ça va être une vraie galère, je le sens. La dernière fois que j'en ai fait, c'était en 2003. Ah, je vais me vautrer, c'est sûr. Comment on avance? On roule? Comme ça, là, on fléchit les genoux? Bon, j'ai de la chance, on m'aide. Hein. Bon, allez, c'est bon, je suis un pro. Merci France 2, merci Arnaud. Alors pour ma part, je me suis mis au roller avec mes filles. Et là, je peux vous dire qu'on regarde, depuis qu'on s'est mis à regarder la boum, elles veulent le regarder tout le temps. C'est quasiment tous les week-ends. Donc là, roller aux pièces, Agathe. Génial. Et franchement, on s'éclate. C'est Moi, c'est mon fils, mais il en fait à l'intérieur. C'est Ah oui, c'est pas pareil. insupportable. Mais en permanence. Voilà, va te brosser les dents. Oui, mais en roller. Mais non, voilà. Ilios, est-ce que c'est bon de mettre comme ça notre nostalgie en commun? J'ai l'impression que ça crée un lien immédiatement entre les gens. Oui, exactement. Et contrairement à ce qu'on imagine, la nostalgie est une émotion fondamentalement sociale. Il y a une étude incroyable en 2025 qui a suivi 1500 personnes pendant 7 années. Et ce qu'elle montre, c'est que les personnes nostalgiques, pendant ces 7 années-là, elles vont garder leur réseau social intact parce qu'elles vont prendre le temps de prendre soin de ceux qui comptent. Alors que les autres vont perdre 20% du réseau social. Et donc, la nostalgie, ce n'est pas tourner le dos au passé, c'est vrai, mais on ne tourne pas non plus le dos aux autres. Et donc, c'est une très belle émotion pour ça. Et on pourrait se dire que ça ressemble... Alors, ça fonctionne aussi dans le fait de partager avec des inconnus. Un souvenir commun de ce qu'on a partagé, ça crée tout à coup du lien et quelque chose de la confiance. C'est un peu comme un feu de camp, je sais que vous aimez bien. Hein, on se rassemble, il y a des gens qu'on ne connaît pas, on est là ensemble. Et tout à coup, il y a un lien qui se crée. On est des êtres humains ensemble qui partagent un souvenir qui nous relie. Une belle émotion. Ah, c'est beau. Merci beaucoup, Arnaud. Oh, Avec mon plaisir. Dieu, je sens que vous êtes attendu. La montgolfière qui vous emmène dans le Cotentin Je vous dois aller- attend devant le studio. Je dois aller acheter des allumettes pour mon feu de camp. Courez. Bonne soirée. Stan, Oui, ça ne serait pas l'heure de votre enquête très approfondie? ouais, il me semble que oui. Nous allons jouer. Ok, j'ai plein de surprises pour vous, parce que quoi de mieux que les jouets de notre jeunesse pour se laisser envahir par la nostalgie. Quelle Je vais vous les passion. présenter un par un, évidemment. On commence, Agathe, avec votre enfance, hein, les années 50. Alors, dans la cour, vous jouez à ça à l'époque. Vous savez, les Non, mais vous savez, j'ai tellement les l'habitude, osselets. ma petite Sarah. Alors aujourd'hui, c'est en résine, tout ça. Vous, c'était des dents de mammouth. Non, mais mon chou, voilà, j'ai jamais connu les osselets, pardon. Hein. je vous charrie. Oh Dieu. Bon, sinon, On prend pour la guerre des boutons. continuons à ressortir du grenier les jouets qui vont nous renouer avec notre enfant intérieur. Alors d'abord, je voulais savoir si vous vous rappelez du jump jumper. Le jump jumper, c'est ça. Est-ce que vous l'avez connu? C'est Non. probablement le jouet le plus casse-gueule des années 80. C'est du fitness avant l'heure, en fait. Ah ouais. Et l'idée, c'est du coup, c'est de comment faire on du fait, fitness parce et de que- tomber, enfin d'essayer de pas tomber en se baladant comme ça. Et on est content. Ouais, vous avez l'air content. J'ai l'air malin comme ça, hein, franchement. Voilà. Vous avez joué à ça, Agathe, ou pas vous? Non. Non. Non, mon Je vous laisse si jamais l'envie Bien vous trop prend. moderne, bien trop moderne. J'en ai Qu'est-ce un qu'il y a autre. d'autre J'en ai un autre. Alors celui-là, il m'a valu des fessées de la part de mes parents parce que j'ai tout cassé dans le salon, notamment le vase de maman. C'est ce qu'on appelle, vous le connaissez celui-là, le skip it. Sarah. Non, mais ça, c'est Le dur. concept, c'est assez simple. Vous l'enfilez au bout du pied Ouais. et vous devez le faire tourner autour de vous. Voilà, un maximum de tours, en un minimum Comme elle de est temps. contente. Ouais. On peut applaudir Sarah qui va le faire pour nous. Regardez, c'est une pro. Voilà. Mais non. Ouais. Salut Sarah. La voyez folle comment- du village. Vous voyez comment on plonge en enfance directe, c'est régressif. C'est chouette. Moi, non, mais c'est beaucoup trop moderne, hein, ça. C'est beaucoup trop moderne. Pour moi, oui. Donc vous, c'est entre les osselets et ça. Moi, c'est le champignon magique. Non, ça, vous, c'est ça. Ah bah oui, bien Ah, sûr. voilà. Le concept, c'est vous devez suivre les notes et reproduire les sons. Vous vous en souvenez? Donc, Très par bien. exemple, là, je dois appuyer là-dessus. Et ça se complique de plus en plus. Voilà. Croyez pas que c'est facile. Exactement. Attendez, je suis balèze. Ouais. Oui, mais après, il va y avoir 10 trucs. Ça va être compliqué. Voilà, avec ça, on a cassé les oreilles de ses parents pendant des années, mais Il y a pire maintenant, si je peux me permettre. j'ai perdu, voilà. Et voilà. Je suis lamentable. Je suis sûr que nos prochains invités s'en sortiront bien mieux que moi avec le Simon. Oh oui, merci beaucoup Stan et merci Ilios Kotsou, on va vous libérer. On vous dit à très bientôt. Merci Ilios de nous avoir éclairés de vos
Jolie phrase. Ils font revivre des chansons et des voix d'une autre époque, parfois même d'un temps qu'ils n'ont même pas connu eux-mêmes. Leur spécialité, c'est réveiller notre nostalgie en remixant les grands classiques à leur manière. Et c'est ce qui fait leur succès. J'ai le plaisir d'accueillir le duo Bon Entendeur. Bonjour. Tellement content de vous avoir. Deux coussins. Alors, Pierre Della Monica. Tout à fait. Voilà, vous êtes avec nous. À vos côtés, Arnaud Bonnet. Bonjour. Bonjour. À vous deux, vous formez le duo électro Bon Entendeur. Et votre spécialité, c'est créer des musiques qui mêlent des sons et des voix de différentes époques, comme celle de Françoise Hardy dans Le Temps de l'amour. Ça a été un immense succès. Non, ne chauffez pas, parce qu'on va faire que chanter. Or, on doit quand même présenter cette émission. Mais il y a aussi le grand classique de Richard Cochiante et son Coup de soleil. Fantastique, ça aussi. Tu n'es pas. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas. Qui chante Emma Peters. Ouais. Ouais, c'est magnifique, ça aussi. Et puis, bien sûr, il y a votre tube qui remixe la chanteuse québécoise Isabelle Pierre. Le temps est bon. Alors ça, bon... Oh, on l'a entendu quelques fois, celle-là. On l'a entendu quelques... Ouais, c'est bon. Quoi, vous êtes saoulés? Non. Même pas. Non, parce que nous, non. Hein. Oula. Non, mais c'est vrai qu'on la joue tous les week-ends depuis bientôt 10 ans. Ouais, on commence à la connaître, là. Elle se joue partout en France, dans les bars, dans les discothèques et tout. On C'est vrai. adore. Ouais, franchement, c'est fantastique. Et votre dernier morceau, il va très certainement raviver les souvenirs de notre cher public ici présent et puis des gens qui nous regardent à une époque où ils usaient davantage les dance floors que les bancs de notre émission. On regarde. Projecteur, on a tellement envie d'y être. On parlait tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu tous les deux, de l'anémoïa. Vous avez entendu ce concept que nous a décrit Stan tout à l'heure. Est-ce que c'est la définition qu'on peut faire de votre musique, c'est la nostalgie d'un temps et d'une époque musicale que vous-même, vous n'avez pas forcément connue? Alors Stan a abordé un sujet que je trouvais assez précis tout à l'heure. Il parlait du film Midnight in Paris. Et c'est vrai que, à mon avis, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi dans la tête des gens. Dans ce film, il se déplace dans le temps, il rencontre ses idoles. Et en fait, il réalise que ses idoles considèrent que l'âge d'or, c'était encore avant. Et je pense qu'avec Pierre, je pense qu'on est assez synchro là-dessus. On garde que le meilleur de certaines périodes. Et, idéalise un peu. Et effectivement, nous, on a eu l'occasion de faire beaucoup de retoucher, de remixer énormément de chansons. Mais quand on creuse un peu plus les catalogues, on réalise que pas tout n'était à garder non plus. Donc voilà, on idéalise et on garde le meilleur. Pierre, comment est-ce que vous les avez découvertes, ces musiques? On se perd dans des vieux catalogues, dans des vieux vinyles. Aujourd'hui, sur les réseaux aussi, Spotify, YouTube, tout ça, ça aide quand même beaucoup. Mais comme le disait Arnaud, c'est vrai, on a tendance à retenir toujours les musiques incroyables qui sont issues des décennies des années 70-80. Mais il y a aussi beaucoup de chansons quand même qu'on a oubliées et qui, au final, elles n'ont pas réussi à traverser les époques. Quoi. Ouais, c'est ça. Avec Agathe, on a fait 2 tubes dans les années 2000. Est-ce que vous voulez bien les reprendre? On vous les fera écouter après. Avec plaisir. Faut pas avoir peur des mots. Hein. Alors le truc, c'est que là, on pourrait... Petite ritournelle, quoi. Enfin, non, non, mais attendez, Pierre Arnaud. On pourrait croire que là, ça c'est une vanne, mais c'est vrai. Okay. Ma chanson s'appelle Ouvre ton cœur. Mais oui. C'est quoi ça? Vous verrez plus. Comment ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Certes, le petit... sombre histoire? Non, oui, c'est une sombre histoire. Le petit succès a eu lieu en Belgique. Non, mais c'était pas... Dis donc, Belgique, Wallonie. Ok, 15 000 exemplaires. Ça vaut peut-être aller écouter. Bravo. Sarah, c'est pareil, super. Mais pareil, on a fait 2 hits, donc on sort pas l'après. Il y a des sous-sous à faire là. Ouais. Ouh là, il y a de l'oseille à prendre. Alors, vous avez joué dans des lieux emblématiques, ancrés dans l'histoire de France, comme on peut le voir d'ailleurs sur ces images au château de Versailles. Qu'est-ce qui vous attire autant dans ces fragments d'une autre époque? Qu'est-ce que ça dit de vous, au fond? Déjà, vous êtes quand même 2 nostalgiques aussi? Nostalgique. Alors, c'était intéressant tout à l'heure, l'éclairage de cette nouvelle vision. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, j'associe ça plutôt à un élément négatif. La nostalgie, c'était mieux avant, alors que c'était pas forcément mieux avant. Ouais. Il y avait des choses, déjà, qu'est-ce qui était mieux, qu'est-ce qui n'était pas mieux avant. Il y avait des choses qui étaient moins bien, il y a plein de choses qui sont mieux aujourd'hui. Donc, je pense pas qu'on soit nostalgique.
En revanche, il y avait des choses qui étaient incroyables. C'est une période qui nous plaît parce qu'il y a une certaine forme de romantisme, peut-être même d'insouciance. Encore une fois, j'y étais pas, donc peut-être que même ça, je le romance Oui, on un le peu. fantasme un peu, ouais. Mais et c'est agréable de se plonger dedans, de retravailler ses musiques et de se plonger dans cette époque. On voyage en fait, c'est fou. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire revivre l'époque ou c'est vraiment de créer quelque chose de nouveau? On essaie de jamais dénaturer les morceaux originaux. On sait que, on pourrait remixer et utiliser la voix comme un instrument, couper et donner une autre esthétique, une autre énergie. Mais on essaie vraiment, et d'ailleurs on l'a vu avec Dalida, qui est le dernier morceau qu'on a sorti, Ouais. Mourir sur scène. Tellement On essaie réussi. vraiment on a gardé la structure du morceau. On essaie d'ajouter des éléments, on en enlève aussi. On le rend évidemment beaucoup plus électronique, un peu plus dansant, plus actuel dans les sonorités, mais on essaie vraiment de faire attention à garder l'intention artistique et le propos du morceau original. Merci Pierre et Arnaud, c'était un bonheur de Avec vous plaisir. avoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on peut retrouver votre dernier morceau, Mourir sur scène, et bientôt votre prochain album qui va sortir en 2027. Oui, c'est bon. Si tout se passe On a bien. hâte, mais ça va très bien se passer. La nostalgie, elle est partout aujourd'hui. Elle est au cinéma, elle est dans les séries. On voit fleurir les remakes, on fait des suites 30 ans après. Pourquoi un tel phénomène culturel et commercial? Pour en parler, je reçois le spécialiste de la pop culture, Frédéric Sigrist, qui est avec nous. Quel bonheur! Bonjour Frédéric. Bonjour. J'aime tous mes invités aujourd'hui. D'habitude, il y en a plein que je peux pas saquer, mais là, Ah bah tant mieux. Tant mieux. Je suis venu le bonjour. Frédéric, vous êtes à la fois humoriste et animateur. Vous êtes en ce moment même en tournée dans toute la France avec votre spectacle qui s'appelle 39-45 ans, l'âge de la déconstruction. J'allais dire de la reconstruction, mais c'est bien de la C'est déconstruction. Ouais, de toute façon, Voilà. l'un mènera à Voilà. l'autre. Et puis, vous animez aussi le formidable podcast Spin-Off sur la plateforme Studio 17. Et vous avez une expertise qui est hyper pointue de la pop culture. Donc moi, j'avais envie d'avoir votre regard sur ce phénomène, parce que quand on voit ça, quand on voit le dernier exemple en date, c'est-à-dire le film Juste une illusion de Nakache et Toledano, qui nous plonge dans les années 80, ça me pose question. On va regarder la bande-annonce du film pour les quelques personnes qui ne l'auraient pas encore vu, et puis on en parle après. Bonsoir. Salut maman. Qu'est-ce que tu fais? Un ping-pong. Je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein? Ça s'appelle comment? T'es à moi? Tu lui as dit? J'ai vu papa aujourd'hui, il était tout seul au café. Il est au chômage, papa. Vous êtes chez coiffeur? Ah, vous êtes observateur? Bon, alors, écoutez, Sandrine, permettez-moi que je me permette. Voilà, vous y allez en douceur. Voilà. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe. Stan me demandait si j'étais amoureuse de Louis Garrel et la réponse est oui. Il m'a demandé ça pendant la bande-annonce. Oui, les choses sont bien claires. Oui, Louis, je t'aime. Tu es l'ex de Laetitia Casta. J'ai peu de chance et j'en ai conscience. Mais c'est pas vrai, vous êtes magnifique et vous avez le même âge. On a l'impression, Frédéric, qu'aujourd'hui... On va vous laisser, hein. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, toute la pop culture regarde dans le rétro, en fait. C'est ça qui est dingue. Alors que pendant longtemps, elle fantasmait surtout le futur. Il y avait plein de films qui mettaient en scène l'an 2000, fantasmés, les voitures volantes, le progrès, les mondes de demain et tout. Comment est-ce que vous expliquez cette bascule? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on semble en tout cas plus fasciné par le passé que par l'avenir? Alors je pense que c'est le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été aussi informé. Il n'y a jamais eu autant d'émissions qui prennent en compte le réel, qui nous parlent du réchauffement climatique et tout ça. Et on peut plus imaginer par exemple des voitures volantes sans imaginer le bilan carbone de ces voitures. On peut plus imaginer l'espace alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas la possibilité de trouver une autre planète. Donc en fait, tout ce qui était les territoires de l'imaginaire et qui était vraiment le territoire des aventuriers, des explorateurs qui découvraient des nouveaux terrains vierges, ça s'est rétréci. Maintenant, il y a beaucoup plus d'inquiétude quand on regarde ailleurs qu'avant. Donc forcément, comme les environnements extérieurs sont devenus effrayants, eh ben, on s'est replié sur nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le repli sur soi que la nostalgie? Et en plus, la nostalgie, c'est un autre avantage, c'est que c'est une publicité qu'on n'a pas à payer. Parce qu'en fait, dans la tête de tout à chacun, on a toujours cette période un peu phare qui est rattachée à un film, à une chanson. Mais c'est surtout aussi parce que quand on repense à un film des années 80 qui nous a beaucoup plu,
on a l'impression que le film était génial, mais c'est surtout parce qu'on était plus jeunes, on était des fois chez ses parents. Et puis on avait plus de choses à découvrir. Plus de choses à découvrir, et d'ailleurs, on l'a même idéalisé, ce qui fait que quand on le retransmet à ses enfants, Ne faites jamais cette eh ben, les enfants, eux, le voient pour ce qu'il est, ils disent, mais il est naze, son film. Ouais. Et toi, t'es là, dis, bah non, mais logiquement, j'étais plus jeune, j'étais plus beau, enfin, il est vachement bien, ce film. Ouais, c'est horrible, tous les Louis de Funès, par exemple, moi qui me faisais tellement marrer, moi mes fils, c'est 1 sur 4. Hein. Mais oui. Il y a une espèce de ouais, bon, c'est vieillot. Est-ce que ce passé qu'on représente dans les films et tout ça, il est, à votre avis, conforme à la réalité ou il est idéalisé? Ah ben exactement, le cinéma et les séries fonctionnent exactement comme le cerveau humain. De la même manière qu'on a tendance à réécrire notre passé Et nos souvenirs. on l'a entendu dans nos souvenirs, on Photoshop, on dit ah mais ça fait finalement c'est là où j'étais le plus heureux. Et ben le cinéma c'est pareil, ils adorent redéfinir des périodes, notamment les années 80 en ce moment. Comme une époque bénie, etc. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne voyait pas. Par exemple, dans la série Stranger Things, qui a pour toile de fond les années 80, il y a un enfant noir, Lucas, il y a un autre personnage qui fait son coming out, et on va aborder, mais très légèrement, par exemple, les soucis de discrimination de l'époque. Parce qu'en fait, on prend une époque, mais on ne veut pas la prendre totalement. C'est-à-dire qu'on sépare le bon grain de l'ivraie, Oui. et on ne montre pas la réalité de ce qu'elle était, c'est-à-dire une époque où, effectivement, être un jeune noir dans un groupe de blancs, c'était plus problématique. Être homosexuel dans les années 80, on l'annonçait beaucoup plus difficilement qu'au XXIe siècle. Et en plus, il y a encore aujourd'hui des problèmes là-dessus. Donc vraiment, c'est une réécriture qui est passée, je dirais, sous les fourches codines d'une bienveillance permanente. Frédéric, c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais remake? Alors, pour moi, le bon remake, c'est celui qui utilise une époque, des personnages, mais comme une technique du cheval de Troie, et qui parle d'ici et maintenant. Le Diable s'habille en Prada 2, c'est un film très intéressant, dans le sens où il reprend des personnages déjà existants, d'un film qui a cartonné, mais le deuxième opus, qui lui n'est pas une adaptation littéraire, eh ben, raconte la crise de la presse et le pouvoir des multimilliardaires sur la presse. Sauf qu'il le fait avec des personnages que les gens aiment déjà, auxquels ils adhèrent. Et donc, en fait, comme ils les connaissent, ils sont prêts à embarquer dans un film qu'ils ne seraient peut-être pas allés voir si jamais c'était un film qui parlait purement de la presse et qui annonçait la couleur comme ça. Là, avec Anna Thaoué et Meryl Streep, on a envie d'aller le voir. Et en préparant cette émission, justement, je suis tombée sur une déclaration de Robert Zemeckis, le père de la saga Retour vers le futur. Et il expliquait que tant qu'il serait vivant, il s'opposerait à tout remake ou tout reboot de sa trilogie, même si c'est très bien que ça peut arriver une fois qu'il sera mort, évidemment. Alors, pour bien comprendre, un remake, c'est faire le même film avec de nouveaux acteurs. Un reboot, c'est reprendre l'univers d'un film ou d'une série, mais en racontant une nouvelle histoire. Et justement, ça m'a donné envie de faire un petit jeu avec vous qui s'appelle « Ça marche, ça marche pas ». Et ça marche pas, et je me suis posé beaucoup de questions sur le titre de cette rubrique, et c'est ce que j'ai trouvé. Frédéric, c'est vous qui jouez avec nous, évidemment. Je vais vous proposer plusieurs films qui n'ont pas encore connu de remake, de reboot ou de suite ou de rien. Et vous me dites si c'est une bonne ou une mauvaise idée et pourquoi. D'accord ? Premier film, c'est une suite que je vous propose. Amélie Poulain 2, Montmartre contre-attaque. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas ? Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ah Oui, ouais, ça marcherait parce que déjà Audrey Tautou manque, on la voit pas assez. C'est et vrai. Donc, ça me ferait plaisir de la revoir. Et surtout, j'imagine dans Amélie Poulain 2, Montmartre contre-attaque, tout un enjeu de débat autour de l'installation d'un master poulet, voilà, près d'Abès. Ça, voilà, ça me ferait... C'est à vous d'écrire le scénario, Oui, hein, oui, ça me paraît très très Il y a clair. un truc. Seconde proposition, un remake de La Grande Vadrouille avec Benoît Poelvoorde dans le rôle de Bourvil et Vincent Cassel dans celui de De Funès. Vous allez le voir ou vous n'allez pas le voir ? Ça marche pas. Ah bon ? Mais parce qu'en fait, Même avec Poelvoorde ? Mais même avec Poelvoorde, aussi talentueux soit-il, La Grande Vadrouille comme Rabbi Jacob, c'est des films qui sont diffusés à dose homéopathique sur les télévisions françaises depuis des années. Donc en fait, la comparaison serait directe. Et en fait, pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas cassé ? Voilà, ça sert à rien, c'était parfait. Voilà, c'est ça. Troisième proposition, et là c'est un reboot, donc c'est même univers mais avec une histoire différente. Je propose un reboot de La 7e compagnie avec un trio Jean Dujardin, Omar Sy, Kev Adams. Alors ça, je dis oui tout de suite. Ah ouais ? Ben oui, parce qu'en fait, je repense dernièrement, Emmanuel Macron a envoyé 15 soldats
au Protéger le Groenland. 15 soldats. Bon, bah, j'imagine qu'il y a effectivement un remake de la 7e compagnie. Astérix à et faire Obélix. là-dedans. Voilà. Merci Frédéric Sigris, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France avec votre dernier spectacle 39-45 ans, l'âge de la déconstruction. Merci Sarah, Stan Gusman, merci à Arnaud Loquet, merci à Sophie Galabru. Bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 9h55. En attendant, prenez soin de vous.